Alors, merci beaucoup, Céline et Gabriel. Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je tiens donc à remercier Céline et Gabriel donc, de nous permettre de vous partager les pratiques inspirantes lors de ce webinaire donc, qui va s'intituler COVID-19. Donc, pour mieux soutenir les personnes proches aidantes de résidents en CHSLD. Et je tiens également à remercier donc Gabriel pour la petite présentation de ma collègue Zelda et de moi-même. Alors, l'objectif de la présentation, ça va être donc de revenir sur les enjeux qui sont rencontrés par les centres d'hébergement et de soins de longue durée à l'égard des personnes proches aidantes de résidents dans ces milieux en contexte particulier de COVID-19. Ça va être aussi le but de revenir aussi sur les pratiques donc, qui peuvent être mises en place pour répondre à ces enjeux. Alors, les enjeux et pratiques qui vont être présentés ici dans cette présentation sont issus en partie d'un rapport qui a été rédigé à l'automne 2020 par l'équipe donc du Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale. Les enjeux, donc, ça va être des grandes tendances que l'on a observées et donc, bien évidemment, comme on le sait, la situation au sein des centres d'hébergement et de soins de longue durée au niveau à la fois sanitaire, mais aussi au niveau du soutien aux personnes proches aidantes sont très, très variés. Et donc, il y a plusieurs enjeux ou pratiques qui peuvent donc ne pas s'appliquer à vos milieux si vous travaillez dans ces milieux-là. De plus, on est tout à fait consciente aussi que les CHSLD donc, ont fait face à de nombreux enjeux et qui font encore face à de nombreux enjeux, notamment, par exemple, l'épuisement donc, du personnel, mais aussi le manque de ressources financières et humaines adéquates. Alors, l'objectif, c'est vraiment de vous donner un point de vue donc, général sur les enjeux et les diverses pratiques donc, qui peuvent y répondre et vous laisser le soin donc, à vous de prendre celles que vous considérez les plus adaptées pour votre milieu. Alors, s'il est vrai que le rapport que certains d'entre vous ont peut-être lu se concentre donc sur les enjeux de la première vague de la pandémie, la présentation donc qui va suivre va, elle, se concentrer sur les enjeux qu'on considère toujours d'actualité, et notamment pour vous présenter les améliorations qui ont déjà été mises en place par le biais des directives du MSSS notamment, mais aussi les choses qui restent encore à améliorer. Alors, avant de passer à la présentation, on va regarder ensemble donc, comment elle va se dérouler. Donc, après avoir vous présenté le contexte donc, de rédaction du rapport et la méthodologie qu'on a utilisée pour y arriver, on va revenir donc brièvement sur les enjeux rencontrés par les personnes proches aidantes et les centres d'hébergement et de soins de longue durée durant la première vague de COVID-19. Ensuite, on va se concentrer donc sur l'état actuel de la situation, notamment en vous partageant les diverses améliorations qui ont déjà été mises en place par le biais des directives du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et enfin, on va poursuivre avec les enjeux qui sont toujours d'actualité et les pratiques inspirantes pour y répondre. Donc, on se concentrera sur l'établissement d'un partenariat de soins, donc entre le personnel, les personnes proches aidantes et les résidents, la communication entre les personnes proches aidantes, les structures, mais aussi entre les personnes proches aidantes et leurs proches hébergés. Et enfin, donc, l'expérience de deuil en temps de COVID-19. Enfin, on vous présentera aussi évidemment plusieurs pratiques inspirantes afin donc de répondre à ces enjeux. Et la présentation, donc comme l'a mentionné Céline, se conclura avec un moment d'échange et de discussion avec vous. Alors, pour commencer, dans le cadre de cette présentation, c'est important de savoir qu'il va y avoir deux abréviations qui vont être extrêmement souvent utilisées. Donc, comme vous le savez sûrement, CHSLD, qui va signifier donc Centre d'hébergement et de soins de longue durée, mais aussi PPA, qui là va signifier personne proche aidante. Mais qu'est-ce que c'est qu'une personne proche aidante? Parce que ça va être l'objet donc principal de cette présentation. Alors, tout d'abord, dans le cadre de notre présentation, c'est important de préciser qu'on va se concentrer uniquement donc, sur les personnes proches aidantes de résidents des CHSLD. Donc, le terme personne proche aidante désigne donc toute personne qui apporte un soutien à un ou plusieurs membres de son entourage, qui présente donc une incapacité temporaire ou permanente, qui peut être donc de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, avec qui donc elle partage un lien affectif qui peut être, lui, familial ou non. Alors, le soutien que ces personnes apportent peut être fait de façon continue ou occasionnelle, à court ou à long terme. Le soutien est souvent offert donc, dans le but donc, de favoriser le rétablissement de la personne aidée, mais aussi son maintien et l'amélioration de sa qualité de vie. Alors, le soutien apporté peut bien évidemment prendre diverses formes, comme par exemple l'aide aux soins personnels. Donc, on peut penser à l'hygiène des personnes hébergées, par exemple, ou même à la prise de repas. Ça peut aussi être de l'ordre du soutien émotionnel ou encore la coordination des soins et services. Alors, bien évidemment, ce que je viens de citer, ce sont que quelques exemples des formes que le soutien peut prendre. Et il faut savoir que cette définition que je viens de vous donner est fortement inspirée donc, de la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes et modifiant diverses dispositions législatives qui a donc été adoptée à l'Assemblée nationale le 28 octobre 2020. Donc, pourquoi le rapport?
Pour commencer, comme vous le savez, malheureusement, la première vague de la COVID-19 a particulièrement touché les résidents des centres d'hébergement et des soins de longue durée. En effet, selon l'Institut national de la santé publique du Québec, les résidents représentaient 3 637 décès sur les 5 206 survenus au 1er juin 2020, soit 70%. Comme le montre le fort pourcentage de décès, la première vague de la pandémie a mis en lumière les nombreuses lacunes au sein des établissements, comme le manque chronique des ressources financières, humaines et matérielles, sur lesquelles nous reviendrons plus en détail par la suite. Ces lacunes ont également engendré de nombreuses inquiétudes chez les personnes proches aidantes concernant la qualité et la suffisance des soins ainsi que la bientraitance des personnes résidentes. De plus, malgré la situation sanitaire variée, la première vague de la pandémie a conduit à la mise en place des directives gouvernementales restrictives interdisant l'entrée aux personnes proches aidantes dans tous les CHSLD de la province, sans consultation préalable des principaux intéressés et sans égard à la diversité des situations sanitaires. Comme on le sait, ces directives ont été établies dans l'urgence et pour protéger les résidents, mais elles les ont particulièrement affectés ainsi que leurs proches aidants. Ayant un rôle essentiel auprès des résidents, les personnes proches aidantes ont pourtant été obligées d'abandonner leur rôle avec l'arrivée de ces directives. Or, l'absence de ces partenaires clés qui soutiennent, comme on l'a dit, les résidents à la fois sur le plan physique, psychique et émotionnel, n'est pas sans lien avec les bilans tragiques de cette première vague dans certains milieux où l'implication des personnes proches aidantes aura pu faire une différence. Plusieurs inquiétudes et préoccupations sont par la suite été soulevées par les personnes proches aidantes et les représentants de la communauté en lien avec les pratiques et procédures qui leur ont été appliquées lors de cette première vague. Le rapport, dirigé à l'automne 2020, s'inscrit dans ce cadre et souhaitait répondre aux diverses préoccupations soulevées tout en proposant plusieurs pratiques à mettre en place pour soutenir les milieux de vie, notamment dans le cadre de la deuxième vague. Alors, l'objectif de ce rapport, donc comme l'a mentionné ma collègue Zelda, c'était de dresser un portrait donc, des enjeux globaux qui étaient rencontrés par les PPA et les milieux de vie lors de la première vague à travers donc l'ensemble du réseau, donc à travers toute la province. Et donc de proposer plusieurs pratiques inspirantes et recommandations pour améliorer la situation. Alors, afin d'atteindre cet objectif et de soutenir donc le plus rapidement possible les PPA et les milieux, on a utilisé la méthodologie qu'on appelle de réponse rapide, qui nous permet de fournir donc des données pertinentes en un temps record. Donc, ça a été fortement inspiré par l'INES. On a recensé des documents provenant à la fois de la littérature scientifique, mais aussi de la littérature grise, à travers donc plusieurs bases de données, comme Medline, PsycInfo, Google Scholar, mais aussi des sites web donc d'organisations qui œuvrent dans le domaine de la proche aidance et du vieillissement. Donc, il y a environ 710 documents qui relataient des enjeux et des pratiques inspirantes au Canada comme au niveau international qui ont été examinés pour que finalement, il y ait 180 documents pertinents qui aient été retenus et analysés. Enfin, donc, pour compléter ce processus, on a consulté plusieurs experts et représentants de la communauté afin donc de bonifier les enjeux pratiques et recommandations donc trouvés dans la littérature. Pour les personnes intéressées donc à connaître davantage sur le domaine de la méthodologie et sur les détails méthodologiques du rapport, on vous invite à consulter donc l'annexe du rapport qui est disponible sur le site web du CREGES. Alors, on va revenir un petit peu sur la première vague donc dans les CHSLD et la situation à l'égard des personnes proches aidantes. Alors, comme mentionné lors de l'introduction, les personnes hébergées, comme on le sait, ont été particulièrement touchées par la première vague. Et donc, les CHSLD ont dû composer avec de multiples enjeux qui étaient déjà présents avant la pandémie, ce qui a rendu d'autant plus difficile la gestion de la crise
et on peut penser notamment au manque chronique de ressources. Donc, c'est les manques chroniques de ressources financières d'une part, mais aussi matérielles. Donc, on peut penser à la vétusté des bâtiments avec les problèmes, par exemple, de chambres non individuelles ou les problèmes de ventilation donc, qui rendent difficile la gestion des zones chaudes et la gestion des zones froides. On peut aussi penser au manque d'équipements de protection individuelle qui a donc fortement touché les CHSLD au début de la pandémie. On peut aussi enfin penser au manque d'outils technologiques, donc qui a constitué un obstacle important, notamment dans le maintien du lien entre les CHSLD et les PPA, mais aussi entre leurs proches et les PPA, qui n'ont pas pu donc communiquer parce qu'elles se sont vues interdire l'entrée. Enfin, il y a aussi un manque chronique donc, de ressources humaines avec des pénuries de personnel et des problèmes de rétention de main-d'œuvre qui étaient donc présents là aussi bien avant la pandémie. Et donc la pandémie, elle, a aggravé ce manque chronique de ressources humaines, notamment en causant un épuisement du personnel qui devait mettre en place des procédures complexes sans augmentation réelle de moyens. Et aussi, on peut penser au personnel notamment qui a été infecté, qui ne pouvait donc plus travailler. Alors, dans ce contexte difficile, comme donc les milieux ont dû faire face à d'importants défis, ce qui a façonné donc les pratiques qui ont été mises en place envers les PPA. Et donc, en plus de créer de nouveaux besoins, la pandémie et diverses réactions des milieux face à celle-ci donc ont exacerbé les besoins déjà existants des personnes proches aidantes. Donc, comme on l'a vu, donc sans égard à la diversité des situations sanitaires et sans aucune consultation des principales intéressés, donc les personnes proches aidantes se sont vues interdire l'entrée dans les milieux lors de la première vague, notamment suite à des directives gouvernementales. Elles ont été considérées comme des visiteurs et non donc de réels partenaires de soins. Et ces directives témoignent d'un certain manque d'inclusion des PPA comme faisant partie intégrante donc, de l'équipe de soins. Et donc, ce manque d'accès au milieu a engendré de nombreux enjeux pour les PPA. Premier enjeu, le manque d'accès a fortement aggravé les besoins en matière de santé émotionnelle et psychologique des PPA. Donc, le fait de ne pas pouvoir être présent dans les milieux, ça a pu développer un sentiment de peur ou d'inquiétude concernant l'état de santé physique et mental de leurs proches, mais aussi concernant la qualité, la suffisance et la bientraitance des soins. En plus de ça, ces inquiétudes donc, ont été jumelées à l'érosion ou la baisse de disponibilité des services de soutien aux personnes proches aidantes en dehors des milieux, ainsi qu'à la diminution, comme tout le monde, des contacts sociaux, ce qui a renforcé d'autant plus la détresse psychologique des personnes proches aidantes. Alors deuxièmement, le manque d'accès, ça a aussi engendré un besoin donc accru en matière de communication, à la fois donc entre les personnes proches aidantes et les CHSLD, mais aussi bien évidemment entre les CHSLD entre les personnes proches aidantes et leurs proches. Par d'autres donc moyens que les visites en présentiel puisqu'elles étaient rendues interdites. Donc la communication, c'est un enjeu important et les CHSLD, comme on l'a vu, ont fait face à un manque d'outils technologiques, mais aussi à un manque de connaissances concernant l'utilisation de ces outils, à la fois par les personnes hébergées, mais bien évidemment aussi par les personnes proches aidantes. Alors il y a plusieurs pratiques inspirantes qui existent pour y remédier, on y reviendra plus tard, car comme vous allez le voir, la communication, c'est toujours un enjeu d'actualité. Enfin, durant la première vague, le manque d'accès a aussi engendré des enjeux au niveau de l'implication des PPA au niveau des résidents. Donc, même en dehors d'un contexte de crise sanitaire, l'implication des PPA dans les décisions, notamment concernant les soins de la personne ou même les niveaux de soins, est souvent rapide et très brusque. Et ça se déroule la plupart du temps dans un contexte d'urgence qui est souvent non propice à une prise de décision donc satisfaisante donc pour toutes les parties intéressées, que ce soit les résidents, les proches et même le personnel. Donc ça a été aggravé donc, par le manque d'accès, mais aussi par le fait que les PPA avaient le droit d'être uniquement présentes donc, au moment du décès ou dans les derniers moments de la personne. Et bien évidemment, une réelle planification des soins et la mise en place d'un partenariat de soins, comme on va le voir dans la deuxième partie, pourrait répondre à cet enjeu. Et donc, on va y revenir dans la seconde partie. Donc, au-delà du manque d'accès, l'arrivée de la COVID va aussi engendrer une augmentation donc, des besoins de formation pour les personnes proches aidantes, concernant notamment les équipements de protection individuelle et leur utilisation, mais aussi les diverses mesures socio-sanitaires à mettre en place pour protéger les résidents. Cet enjeu a d'ailleurs été fortement présent lors de la réintégration des personnes proches aidantes au printemps 2020 dans les milieux. Et enfin, la pandémie, ça va créer une augmentation des besoins en soutien administratif pour les personnes proches aidantes, notamment dans les processus de plainte, car si elles ne sont pas d'accord, vers qui se tournent, avec les mesures mises en place, vers qui se tourner, et donc il y a une augmentation d'un besoin en soutien administratif de ce côté-là.
Et enfin, pour terminer, comme on l'a mentionné lors de la première vague, les CHSLD ont été le lieu donc, de nombreux décès. Or, le décès pour cause de COVID-19, on le sait, c'est une mort qu'on peut qualifier donc, de difficile, puisque les personnes, elle est souvent associée à une souffrance physique et mentale. Et enfin, la mort en période de COVID-19 est aussi difficile donc, pour les proches comme les personnes proches aidantes, qui n'avaient le droit, comme on l'a dit, d'être présents qu'à un tout petit moment avant le décès et aussi en très petit nombre. En plus de ça, dans la pratique, beaucoup de PPA et de proches n'ont pas pu assister au dernier moment de la vie de la personne aimée parce qu'ils n'avaient pas été prévenus assez tôt, qu'ils se trouvaient trop loin du lieu du CHSLD. Donc, lors de la première vague, il y a certaines fins de vie qui sont déroulées par le biais d'appels vidéo avec la présence du personnel qui était là donc, pour faciliter ces moments douloureux. Malheureusement, ils n'avaient pas de formation spécifique concernant la facilitation de ces interactions et donc il a beau faire tout son possible pour permettre de réaliser cette dernière au revoir. Ça reste des moments très difficiles et très douloureux pour la famille, mais aussi donc, pour le personnel qui était présent sur place à tenir l'outil et à faciliter l'interaction des derniers moments. Alors, et en plus de ça, il faut savoir qu'en période de COVID-19, les rituels funéraires, donc par la suite, ne peuvent rassembler qu'un très petit nombre de personnes. Donc, toutes ces considérations font qu'il y a un risque de développement d'un deuil complexe, notamment donc, chez les personnes proches aidantes. Ce risque, il peut bien évidemment être réduit en accompagnant les PPA dans cette phase de deuil, mais aussi en mettant en place des services de suivi de deuil ou des rituels de deuil collectif à l'intérieur de la structure. C'est le troisième enjeu qui est toujours d'actualité, on y reviendra plus tard. Alors, dans le cadre de la première vague, il y a de multiples pratiques inspirantes qui ont pu être mises en place afin de pallier donc, les enjeux et de répondre à ces enjeux. Si vous souhaitez plus de détails donc, concernant les enjeux de la première vague en tant que telle et les réponses possibles, on vous invite encore une fois à consulter le rapport détaillé qui se trouve sur le site web du CREGES. Mais alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc la première vague, elle a engendré de nombreux enjeux. Il y a plusieurs personnes et organisations qui ont fait entendre leur voix pour éviter une seconde tragédie. Mais la deuxième vague, elle touche elle aussi fortement donc, les résidents des CHSLD qui représentent donc encore 60% des décès au 1er janvier 2021 selon l'Institut national de la santé publique du Québec. Alors, pour cette partie de la présentation, on vous présentera donc les améliorations qui ont été mises en place depuis la première vague, notamment par le biais des directives donc, du ministère de la Santé et des Services sociaux les concernant. Et enfin, on vous présentera les 3 enjeux qui sont toujours d'actualité et les diverses pratiques inspirantes pour répondre à ces enjeux. Donc, on se concentrera notamment d'une part sur l'établissement d'un partenariat de soins, d'autre part, sur la communication entre les personnes proches aidantes et le CHSLD, et sur les personnes proches aidantes et les proches hébergés, et enfin, sur l'expérience de deuil en temps de COVID-19. Alors, quelles sont les améliorations qui ont déjà été mises en place? Il y a plusieurs ajustements et améliorations, dont certaines qui étaient proposées dans le rapport que nous avons rédigé, qui ont été mises en place à travers les nouvelles directives gouvernementales du ministère de la Santé et des Services sociaux et qui témoignent donc d'un réel désir d'améliorer la situation des personnes proches aidantes et donc de les reconnaître, entre guillemets, comme des partenaires de soins. Alors, selon ces directives qui ont été émises donc, le 1er décembre 2020, les PPA ont maintenant le droit d'être au nombre de 2, même en cas d'éclosion dans la structure. Donc, ça témoigne encore une fois d'une certaine reconnaissance du rôle primordial des PPA au sein des milieux et ça résout en partie l'un des enjeux les plus importants de la première vague qui était donc le manque d'accès aux milieux pour les PPA. Enfin, les directives prévoient un processus de désignation de ces 2 PPA collaboratifs, donc à la fois entre le personnel, la famille et les résidents. Et elle prévoit également, elle encourage fortement la consultation des PPA dans la mise en place des mesures en temps de COVID-19 notamment. Cependant, il faut remarquer que la présence de uniquement 2 PPA, ça augmente le risque d'épuisement de ces personnes-là, car parfois elles pouvaient se partager la tâche à plus de 2 personnes. Enfin, une autre amélioration, ça se situe au niveau de la disponibilité donc, des équipements de protection individuelle qui sont maintenant rendus disponibles dans les CHSLD, mais aussi donc, pour les PPA. Et il y a également des personnes qui sont dédiées donc, dans les CHSLD au rappel des consignes de sécurité et des mesures socio-sanitaires à mettre en place afin d'accompagner donc, l'entrée des personnes proches aidantes dans les milieux. En plus de ça, il y a différentes formations donc, concernant la transmission du virus, les mesures sanitaires et l'utilisation des équipements qui a été rendues disponibles donc, afin de mieux protéger à la fois les personnes proches aidantes et les résidents. Et enfin, les directives, elles encouragent aussi la transmission de renseignements concernant donc, les procédures de plainte à suivre en cas de désaccord avec les mesures mises en place, notamment par le biais des commissaires aux plaintes et à la qualité des services.
Alors, il faut tout de même préciser donc que ces directives, c'est des directives gouvernementales qui ont été émises donc par le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'elles constituent des lignes directrices et donc leur mise en œuvre peut évidemment varier d'un milieu à l'autre. Mais quels sont donc les enjeux qui sont toujours d'actualité et les pratiques qui peuvent être mises en place donc, pour y répondre? Donc bien évidemment, le manque chronique de ressources financières, matérielles et humaines est toujours bien présent, même si on a vu une volonté de résoudre cet enjeu avec la formation accélérée des préposés aux bénéficiaires. Mais donc, il y a toujours des enjeux qui se posent, notamment au niveau du partenariat de soins, de la communication et de l'expérience de deuil. Donc, l'implication des personnes proches aidants en tant que réel partenaires de soins est toujours un enjeu d'actualité. Bien qu'il y ait une certaine reconnaissance du rôle primordial des personnes proches aidants pour la qualité de vie des résidents, ainsi que la qualité de milieu via leur réintégration, il manque toujours l'établissement d'un réel partenariat de soins. Mais qu'est-ce que c'est le partenariat de soins? Un partenariat, c'est une relation de collaboration entre plusieurs personnes, ici les résidents, les personnes proches aidants et le personnel, basée sur la confiance, l'égalité et la compréhension mutuelle pour atteindre un objectif spécifique, qui est ici le bien-être de le résident. Le partenariat de soins vise l'engagement des résidents et les membres de leur famille, comme les personnes proches aidantes, dans la prise de décision et vise la participation active des diverses activités comme la planification préalable des soins, l'évaluation et les soins. Dans un partenariat de soins, toutes les parties reconnaissent l'expertise de chacun des parties prenantes et travaillent en collaboration pour le bien-être de la personne. Le résident est au cœur de la partenariat et les membres de la famille ou les personnes proches aidantes sont aussi les acteurs majeurs. L'implication des familles ou des personnes proches aidantes est essentielle, notamment dans les CHSLD où les capacités des résidents peuvent être amenées à se détériorer rapidement et où les résidents ne sont pas en capacité de participer activement aux décisions. Pourquoi est-il important d'être mis en place? L'établissement d'un partenariat de soins, est essentiel dès l'entrée des résidents dans le CHSLD si l'on considère que le résident ne sera peut-être pas en capacité de le faire plus tard. Un partenariat de soins possède des avantages à la fois pour les résidents, pour les personnes proches aidantes, mais aussi pour le CHSLD. Pour les résidents, un partenariat de soins permet d'assurer son bien-être et d'assurer que ses choix seront pris en considération en cas de détérioration de son état de santé. Pour le CHSLD, un partenariat de soins permet de faciliter le travail de tous les personnels qui va alors connaître davantage les personnes dont elles s'occupent. Pour les familles, les personnes proches aidantes, un partenariat de soins permet de leur assurer quant à la prise en charge de la personne et son placement. Le partenariat de soins permet aussi une meilleure planification des soins essentiels pour permettre une prise de décision satisfaisante. Excusez-moi. Comment le partenariat de soins peut-il être mis en place dans les établissements? Tout d'abord, il faut que ces principes de partenariat soient compris et mis en place par tous les personnels. C'est-à-dire qu'il faut placer le partenariat de soins au cœur des pratiques de structure. De façon plus pratique, au niveau de l'établissement, il faut soutenir le développement des relations significatives entre le personnel et les personnes proches aidantes par la mise en place des rencontres collaboratives, par exemple les réunions interdisciplinaires ou les activités comme les fêtes d'anniversaire du résident. C'est là, enfin, de développer un lien de confiance et de respect mutuel. En temps de pandémie, ces rencontres ou activités pourraient se tenir en ligne. Il faut savoir que le roulement des personnels est d'ailleurs un des obstacles majeurs à la mise en place d'une relation de confiance, pourtant à la base du partenariat de soins. Au niveau plus global, il faut favoriser la collaboration des personnes proches aidantes dans les prises de décisions globales
en les incluant dans le continuum de décision en lien avec la pandémie, via la consultation en lien avec les politiques de restriction des visites ou les mesures de protection pour les résidents. Il est également important d'inclure les comités des résidents ou des usagers dans les discussions concernant les mesures de protection et leur impact sur la vie des résidents et leurs personnes proches aidantes. Enfin, une évaluation préliminaire sous forme de questionnaire pourrait également être mise en place auprès des personnes proches aidantes concernant les mesures de protection et leur impact sur leur vie quotidienne. Ensuite, pour un partenariat de soins, il est nécessaire de reconnaître l'expertise des personnes proches aidantes concernant la biographie du résident, son bien-être, ses choix en termes de soins, sa personnalité, ses habitudes de vie, ses intérêts et ses goûts, notamment si celle-ci n'est pas en capacité de les transmettre. Cette reconnaissance passe par un personnel à l'écoute des personnes proches aidantes et une recherche d'amélioration de la qualité de vie des résidents qui va prendre en compte les multiples points de vue et les multiples expertises. L'utilisation d'un outil comme Avomark Prêt Planifié pour l'absence des partenariats de soins, créé par la Société d'Alzheimer's ontarienne et Premier Lien, regroupant les différentes informations sur les habitudes de vie, les préférences, la personnalité du résident, pour faciliter cette reconnaissance et montre aux personnes proches aidantes que leur expertise est fortement considérée et appréciée. Cette reconnaissance peut aussi être visuelle, par exemple, en créant des badges spécifiques pour les personnes proches aidantes. Il est aussi nécessaire que les personnes proches aidantes se sentent incluses au sein de la structure et comme faisant partie intégrante de l'équipe de soins. L'utilisation d'un badge est aussi utile pour cela. La mise à leur disposition de lieux désignés afin qu'ils puissent prendre une pause ou manger est aussi pratique. Une pratique simple qui reconnaît leur importance et facilite le partenariat de soins. En fait, il faut soutenir le maintien d'un lien de confiance et de collaboration en tenant régulièrement informé la famille ou les personnes proches aidantes via le suivi téléphonique régulier, par exemple. Plusieurs trusts à outils ou guides existent afin d'aider les structures à mettre en place ce principe. Par exemple, le guide Better Together, créé par la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, propose de diviser l'établissement d'un partenariat en 3 phases de travail. Premièrement, évaluation de la situation actuelle. Deuxième, formulation des directives et pratiques à suivre afin d'inclure les proches. Et troisièmement, implantation et développement à long terme. La Trust Partners in Care, développée par Ontario Caregivers et la Change Foundation, propose différents outils afin d'identifier les personnes proches aidantes et les engager mutuels d'un partenariat de soins implique. Une formation en e-learning est également disponible pour favoriser la mise en place d'un partenariat. Si vous souhaitez plus d'informations sur le partenariat de soins, on vous invite à consulter le site web de la CVP où le webinaire du 19 décembre 2019 présente le cadre de référence de l'approche de partenariat du MSSS ainsi que quelques capsules et lectures sur le partenariat. On vous invite également à consulter directement les outils proposés. Alors, l'un des seconds enjeux qui se pose, donc qui est toujours d'actualité actuellement, c'est la communication. Donc, la communication à la fois entre les personnes proches aidantes et les CHSLD, mais aussi donc entre les personnes proches aidantes et leurs proches hébergés.
Alors, si les directives qu'on a mentionnées plus haut reconnaissent l'importance de la communication, elles ne donnent aucune directive minimale ou conseil afin donc de guider les CHSLD donc dans cette voie. C'est-à-dire que l'amélioration ou le maintien de cette communication est donc laissé à la discrétion de chacune des structures. Alors, excusez-moi. Il faut savoir que la communication à distance, c'est toujours un enjeu d'actualité, même si les PPA peuvent maintenant accéder au milieu de vie. Tout d'abord, il y a de nombreuses PPA qui ne peuvent pas venir directement dans le milieu de vie en temps de Covid, que ce soit pour plusieurs raisons. Notamment, première raison, en raison de leur horaire de travail. Par exemple, elles ne sont pas disponibles aux horaires disponibles pour visiter leurs proches. L'instauration du couvre-feu, donc ces derniers temps, vient d'autant plus compliquer la situation pour les personnes proches aidantes qui ne peuvent parfois pas se déplacer donc après leurs heures de travail pour se rendre donc, au CHSLD. La seconde raison qui pourrait empêcher les PPA de venir dans la structure, c'est la peur donc d'infecter leurs proches hébergés. Et enfin, la troisième raison, c'est aussi la peur d'être infecté soi-même. Donc, et il faut savoir que les personnes proches aidantes sont elles aussi parfois des personnes âgées et donc des personnes à risque. Alors, comme on le voit, la communication, c'est toujours un enjeu d'actualité et une communication à distance, donc c'est toujours nécessaire. Il y a plusieurs pratiques qui peuvent être mises en place pour faciliter cette communication. La première pratique, ce serait de désigner une personne responsable de la communication au sein du CHSLD. Alors, cette personne, elle peut faire partie du personnel qui est déjà en poste, mais qui évidemment n'est pas de première ligne, comme les agents administratifs ou les aides de service si elles sont disponibles, ou bien ça peut aussi être une personne qui est engagée, si vous en avez les moyens financiers, ou bien une personne bénévole formée. Alors, cette personne, elle sera responsable d'établir un plan de communication minimal à l'échelle donc, du CHSLD. Ce plan de communication sera établi donc à l'échelle du CHSLD pour la communication personnes proches aidantes structure, donc CHSLD, mais aussi pour chaque résident, donc pour les personnes proches aidantes et proches hébergés. Alors, pour la communication entre les personnes proches aidantes et le CHSLD, le plan de communication pourrait prévoir, par exemple, le type d'information à transmettre. On peut penser à l'information concernant le CHSLD, sa vie en général. Par exemple, la situation sanitaire, les règles à respecter, les activités qui sont réalisées ou la formation du personnel en temps de Covid. Le plan de communication pourrait aussi prévoir donc, des informations sur la personne résidente elle-même. Donc, par exemple, son état de santé physique, son état de santé mental, mais aussi émotionnel. Enfin, le plan de communication pourrait prévoir la fréquence des transmissions, donc que ce soit quotidien ou hebdomadaire, et le moyen de transmission. Donc, par exemple, le courriel, un bulletin électronique, un bulletin téléphonique, une boîte téléphonique. Donc, tout ça, ça doit être prévu, bien évidemment, dans le plan et élaboré donc en collaboration avec toutes les parties prenantes. Donc, le deuxième plan qu'il faudrait établir, c'est un plan spécifique de communication pour chaque personne résidente donc, qui le souhaite, pour faciliter la communication entre les personnes proches aidantes et leurs proches hébergés. Donc, ce plan pourrait aussi prévoir évidemment la fréquence des contacts, donc en dehors des visites en présentiel ou si les visites sont tout simplement impossibles, le type de moyen de communication qui sera utilisé et l'accompagnement donc, qui pourrait être nécessaire et disponible pour ce type de communication. Bien sûr, encore une fois, le plan de communication pour chaque personne résidente doit être élaboré en collaboration avec toutes les parties prenantes. Alors, on le sait, il y a 3 obstacles majeurs qui peuvent s'opposer à la mise en place de telles communications. Mais il y a plusieurs pratiques qui peuvent être mises en place pour essayer d'y répondre. Donc, le premier obstacle, ce serait le manque d'outils technologiques disponibles donc, dans les CHSLD. Donc, on l'a vu pendant la première vague, ça a été un gros enjeu et ça peut toujours constituer un enjeu actuellement. Il est bien évidemment possible de, par exemple, mettre en place des campagnes de financement par le biais, par exemple, de plateformes comme GoFundMe ou les réseaux sociaux, si c'est le manque de moyens financiers qui est en cause pour le manque d'outils technologiques. Il est aussi évidemment possible de faire appel aux dons d'anciens ordinateurs, tablettes ou smartphones qui seraient non utilisés, donc auprès de vos employés ou de la communauté en général. Et enfin, il est également possible de juste établir un horaire d'utilisation avec les outils technologiques qui sont disponibles en ce moment pour s'assurer donc d'une utilisation équitable et satisfaisante qui est donc pour toutes les parties. Alors, un second obstacle important à la mise en place de ces communications, c'est le manque de connaissances ou de littératie pour utiliser ces outils, donc à la fois par les personnes résidentes et aussi parfois par les personnes proches aidantes.
Alors, pour y remédier, il est possible, par exemple, d'utiliser des technologies que les personnes connaissent déjà, comme le téléphone ou même la rédaction de lettres et puis de l'envoi par la poste. Dans la littérature, ce qu'on a trouvé, c'est que l'utilisation d'outils technologiques déjà connus comme le téléphone ou même les lettres, qui sont un outil de communication pas tellement technologique, mais un outil de communication pareil, donc, c'est reconnu comme étant un élément facilitateur de mise en place d'une telle communication et ça permet donc des communications qui sont beaucoup plus harmonieuses et satisfaisantes donc pour tous. De plus, il est possible évidemment d'utiliser des outils technologiques adaptés. Donc, par exemple, il y a des tablettes qui sont adaptées pour les personnes âgées qu'on appelle les tablettes GrandPad. Il faut savoir qu'actuellement, il y a plusieurs projets de recherche qui sont en cours pour adapter donc l'utilisation des nombreux outils technologiques. On vous invite évidemment à aller fouiller un petit peu sur Internet pour voir où en sont ces différents projets de recherche. Enfin, troisième élément, il est possible évidemment d'accompagner les personnes et il y a plusieurs outils qui existent afin d'aider le personnel donc dans l'accompagnement dans l'utilisation de ces technologies. Donc, par exemple, le centre Baycrest en Ontario a publié donc un document qui regroupe plusieurs conseils donc pour rassurer les personnes qui utilisent les outils et aussi les accompagner dans le déroulement de la communication à distance. Enfin, l'association ontarienne des comités de résidents, elle donne accès à une trousse à outils pour faciliter donc la mise en place de visites virtuelles. Ça s'appelle la COVID-19 Virtual Visits Toolkit et cette trousse comporte donc plusieurs fiches d'utilisation concernant les applications de communication comme Facebook, Zoom ou Skype. Ainsi donc une fiche conseil pour la mise en place de visites virtuelles. Par exemple, un conseil sur comment faire face aux multiples problèmes liés à l'accès ou l'utilisation de ces appareils. Enfin, s'ils sont à votre disposition, si vous en avez, les appareils à commande vocale, donc de type Alexa ou Google Home, sont aussi des bons moyens pour faciliter la communication car elles permettent d'utiliser des applications de vidéoconférence sans faire des manœuvres complexes sur un écran, mais juste donc par la voix. Le dernier obstacle qui peut être bien évidemment rencontré dans les CHSLD, c'est le manque donc, de capacité, entre guillemets, des personnes à pouvoir communiquer. Donc, comme on le sait, il y a plusieurs résidents des CHSLD qui sont atteints de démence, d'Alzheimer, d'autres maladies apparentées, ou qui ne peuvent pas communiquer, par exemple, en raison d'une surdité ou bien d'un trouble de la parole. Et toutes ces incapacités peuvent rendre la mise en place d'une communication très complexe, notamment par le biais de l'utilisation d'outils technologiques. Alors, il y a une application spécifique qui a été créée qui se nomme Communication proche aidant ou Compass, qui a été spécifiquement donc développée pour favoriser la communication auprès des personnes qui présentent une démence ou toute autre barrière de communication, donc pour faciliter la communication à la fois avec les PPA, mais aussi donc avec les professionnels. Et enfin, l'un des choses la plus facile à mettre en place et le plus utile pour répondre à cet enjeu, c'est bien évidemment la présence d'une tierce personne au moment de ces appels, qui est aussi donc un moyen de communiquer malgré ses incapacités. En fait, l'un des derniers enjeux encore dans l'actualité est l'expérience de deuil en temps de COVID-19. Comme mentionné plus haut, le deuil en période pandémique peut être une expérience encore plus difficile et aboutir au développement d'un deuil complexe. Même si les personnes proches aidantes peuvent être plus présentes auprès des résidents, les rituels funérailles en présentiel ainsi que les contacts sociaux sont toujours limités. Les CHSLD peuvent soutenir les personnes proches aidantes et les familles dans cette période difficile en mettant en place deux principes. La première est la mise en place d'une approche palliative comprend une planification préalable des soins de fin de vie qui met de l'avant la qualité de vie des personnes résidentes ainsi que ses proches. La mise en place d'une approche palliative et une bonne planification de soins permettent aux personnes de vivre une fin de vie plus sereine en fonction de leurs souhaits et améliore grandement le vécu de cette période pour les personnes proches aidantes et les familles. Plusieurs outils sont disponibles afin d'aider le personnel à planifier les soins avec les résidents et les personnes proches aidantes. Par exemple, COVID-19 Conversation Guide for Long-Term Care, produit par Ariad Lab, est une guide de conversation pour faciliter une discussion sur la planification des soins entre les personnes proches aidantes, la personne résidente et le personnel. COVID-19 Communication and Care Planning Tool est un outil pour soutenir la prise de décision et l'implication des personnes proches aidantes spécifiques à la COVID-19 produit par des chercheurs.
Il y a aussi la trousse à outils, niveau de soins, niveau d'intervention médicale. Parlons-en dans le contexte de la pandémie COVID-19, produit par le MSSS, qui rassemble des outils en soutien à la conversation et des guides de conversation dans le cadre de l'expression des objectifs de soins. La formation et la sensibilisation des personnels à l'importance de la planification des soins ainsi que la mise en place d'une approche palliative sont aussi un bon moyen de mettre en place cette planification. L'Association canadienne de soins palliatifs ainsi que le Partenariat canadien contre le cancer offrent chacun des guides pour soutenir la mise en place d'une approche palliative au sein des structures. Par exemple, le CIUS Mauricie Centre du Québec a développé des fiches de sensibilisation pour le personnel en CHSLD sur le soin de fin de vie et les soins palliatifs. Plus de détails sont disponibles sur le site Internet, de la CVP. Le deuxième principe pour soutenir les personnes proches aidants en période de deuil est de la mise en place d'un plan de suivi deuil qui comprenne un plan de soutien aux personnes proches aidantes et un plan de commémoration avec des rituels respectant les consignes. Le plan de soutien prévoyait les différents services de suivi deuil, de soutien psychosociaux ou spirituels disponibles pouvant aider les personnes proches aidantes en deuil. Le CHSLD peut rendre disponible, par exemple, une personne spécialisée en soutien psychosocial afin d'établir ces plans ou de fournir des services psychosociaux ou de suivi deuil. Cette personne pourrait être formée afin de repérer les personnes pouvant vivre un deuil complexe, notamment en utilisant la cartographie des facteurs influençant l'expérience des proches face aux pertes, qui permet de repérer et de soutenir ces personnes. Pour ce faire, des partenariats avec des ressources offrant de soutien aux personnes proches aidantes, comme les programmes services des CIUS et CIS ou les organismes communautaires pourraient être considérés. Des partenariats avec des comités usagers ou des résidents, ainsi que des services des bénévoles, peuvent également être des bonnes options pour permettre d'offrir des soutiens aux personnes proches aidantes en deuil. L'important est de faire selon les capacités et les ressources disponibles, même un appel de la part d'un membre de l'équipe avec lesquels les personnes proches aidantes ont tissé des liens peut faire une grande différence auprès du décès de notre cher. De plus, plusieurs outils et feuillets d'information peuvent être utilisés par le personnel ou conseillers aux personnes proches aidantes pour les soutenir ou les guider vers les ressources disponibles. Par exemple, le guide pour les personnes endeuillées en période de pandémie de la formation Montborquette sur le deuil, le feuillet d'information du MSSS qui s'appelle « Maladie à la coronavirus COVID-19, je suis en deuil ou des personnes chères en raison de la pandémie », celui de l'appui COVID-19, la proche aidance et le deuil en temps de pandémie, ou de l'Ordre des psychologues du Québec, conseil aux personnes endeuillées, qui offre plusieurs conseils et ressources pour faire face au deuil en temps de pandémie. La commémoration de la personne décédée ainsi que la reconnaissance de la valeur de sa vie passée sont très importantes pour les personnes proches aidantes, de la personne proche aidante. La mise en place d'un plan de commémoration qui prévoit les rituels de commémoration ou l'encouragement à pratiquer ces rituels est une deuxième étape importante pour soutenir les personnes proches aidantes et les familles. Des rituels de deuil collectif suite à un décès de la personne résidente peuvent être mis en place par la structure en invitant les personnes proches aidantes et proches à participer via un mémorial en ligne, par exemple, ou la création d'un poème collectif sur la personne décédée. Le quartier de Sud-Ouest Verdun à Montréal a, par exemple, tricoté un fouillard géant en mémoire aux personnes disparues de la COVID-19.
En plus, de soutenir les personnes proches aidantes et les proches de la personne décédée, la mise en place des rituels de deuil collectif va aussi être grandement bénéfique pour le personnel et les résidents qui ont côtoyé cette personne et dont la mort les affecte aussi fortement. Un guide pour aider dans la réalisation des rituels collectifs de deuil, créé par la Direction de la santé publique de Montréal en collaboration avec l'appui et le CREGES, a été publié et fait l'état de l'importance des rituels de deuil collectif. Par ailleurs, le 11 mars 2021, une journée pour commémorer les victimes de la COVID-19 aura lieu dans tout le Québec. L'occasion de prendre une pause et commémorer collectivement les personnes décédées en posant différents petits gestes à l'échelle des CHSLD, comme l'envoi des cartes de condoléances ou bien une cérémonie de lecture de la liste des personnes décédées dans la structure. Lors de la perte de notre cher, tous les gestes, petits ou grands, comptent. Alors, pour conclure, on a pu voir dans cette présentation donc qu'il y avait encore plusieurs enjeux qui étaient toujours d'actualité. Donc, on peut penser à l'expérience de deuil en tant que COVID-19 dont vient de parler ma collègue Zelda, mais aussi évidemment, comme on a parlé précédemment, la mise en place d'un partenariat de soins et les enjeux donc au niveau de la communication. Donc, on a vu que les personnes proches aidantes vivent des situations parfois complexes, que les CHSLD, eux aussi, vivent des situations parfois complexes, mais qu'on peut tout de même essayer de s'arrimer pour les soutenir, notamment en mettant en place plusieurs pratiques qui sont proposées donc, dans cette présentation. Alors, il faut savoir que les pratiques qu'on a proposées ici, si elles sont effectivement utiles donc en contexte de pandémie, elles pourraient aussi l'être pour faire face, en cas d'autres urgences sanitaires, pour faire face notamment aux éclosions de grippe ou de gastro-entérite dans les CHSLD. Et en plus de ça, il y a plusieurs pratiques que vous pourriez mettre en place en ce moment qui pourraient se prolonger à plus long terme et donc être vecteurs d'amélioration de la situation pour les personnes proches aidantes de personnes résidant en CHSLD. Alors, tous les liens vers les outils présentés dans ce webinaire, donc ils vont être disponibles sur le site de la CVP. Vous pouvez également aller les chercher directement dans la bibliographie donc, du rapport qui, encore une fois, se trouve sur le site web du CREGES. Alors, on espère que la présentation vous aura donc inspiré et encouragé à mettre en place les pratiques donc les plus, encore une fois, adaptées à votre milieu puis à vos ressources, bien évidemment. Et il faut savoir aussi que la présentation qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment que le haut de l'iceberg. Il y a encore de nombreuses pratiques et de nombreux gestes donc, qui peuvent être posés par les milieux afin de soutenir les PPA des résidents. Et donc, pour conclure, comme Confucius le dit si bien, évidemment, on peut déplacer une montagne, mais il faut commencer par des petites pierres. Alors, voici ce qui conclut donc notre présentation.